transposition des gros vaisseaux dont on a parlé largement. Parce que si vous regardez à peu près le même tableau qu'on a vu tout à l'heure pour la transposition, vous voyez qu'on estime au niveau national qu'on est effectivement confronté à peu près à une cinquantaine des naissances tous les ans avec un ventre-queue droit à double issue. Ce qui veut dire autrement dit que si vous repartez ça sur tous les centres français, que dans chaque centre, vous allez voir quelques cas de ces pathologies rares et que forcément dans les centres chirurgicaux qui sont, je dirais, connus pour les interventions complexes, vous allez retrouver éventuellement un peu plus parce qu'il va y avoir potentiellement des enfants qui seront référés s'il s'agit d'une intervention qui est rarement réalisée où l'expertise chirurgicale est très importante. Alors, comment on définit anatomiquement le ventricule droit à double issue? Ça déjà, c'est assez débattu. C'est beaucoup moins simple que la transposition où en fait l'anatomie c'est assez fastoche. Si vous regardez la littérature anglophone, vous allez tomber sur beaucoup de définitions différentes. Il y a surtout dans la littérature anglaise la fameuse règle des 50%. Dès un des deux vaisseaux est plus que 50% au-dessus du ventricule droit, pendant que l'autre, bien sûr, est complètement au-dessus du ventricule droit, on va parler de ventricule droit double issue dans certaines publications, en sachant que vous le savez tous, si vous faites l'écho, c'est pas forcément facile à déterminer parfois. Après, il y a des définitions qui partent de la position du septum conal, qui est donc retenu comme étant le facteur déterminant pour décrire l'anatomie du ventricule droit à double issue. D'autres vont utiliser le conus, c'est-à-dire la discontinuité mitro-aortique ou mitro-pulmonaire pour définir la pathologie. En France, globalement, avec l'enseignement de Lucille Bell, que j'ai déjà cité tout à l'heure, en gros, on s'est rabattu depuis maintenant des nombreuses années sur une définition qui, sur le papier, paraît simple. Dès que les deux gros vaisseaux sortent du ventricule droit, ben, on va parler du VDD. Alors, c'est pas toujours aussi facile en fonction des plans de coupe, mais c'est la définition qu'on va retenir sans rentrer dans les définitions des discontinuités, des septums ou des pourcentages. Alors, comme tout à l'heure, je reviens très rapidement, mais ça va aller plus vite que tout à l'heure parce que vous avez déjà tout bien en tête de la transpo, sur l'embryologie et l'anatomie. Et on avait vu ce schéma tout à l'heure où je vous avais donc expliqué comment on s'imagine que la transposition survient d'un point de vue embryologique. Et puis, si on regarde maintenant le ventricule droit double issue, je vous avais dit que après la loupe cardiaque, donc quand le cœur primitif arrive à ce stade, on peut en fait parler finalement d'un ventricule droit double issue primitif parce que, vous vous rappelez, on a une oreillette unique avec une jonction atrioventriculaire unique, donc un équivalent de CAV qui s'ouvre dans un ventricule gauche en devenir, qui communique largement via une large communication avec le ventricule droit, d'où sort la voie d'éjection unique à ce moment-là parce qu'elle n'est pas encore séparée en aorte et en artère pulmonaire. Donc ça, finalement, si vous le regardez bien, ça va correspondre à un VDDI-CAV comme on les voit dans les hétérotaxies très souvent. Alors, pour maintenant arriver aux différentes formes du ventricule droit double issue qui sont extrêmement hétérogènes d'un point de vue anatomique, il y a pas seulement cet aspect primitif dont je viens de vous parler, mais aussi l'interaction par des cellules qui viennent de la crête neurale de l'embryon, l'aire cardiaque antérieure, donc encore une autre lignée cellulaire par rapport à ceux qu'on a vus tout à l'heure, qui vont être très importants pour la croissance et puis le développement de la voie d'éjection normale. Et puis, s'il y a un défaut d'adjonction de ces cellules, bah, on va constater les différentes cardiopathies qui concernent la voie d'éjection, donc ce qu'on appelle, nous, les cardiopathies chronotroncales, qui concernent donc finalement le chronotroncus primitif de façon diverse et variée, abso, troncus, tronc artériel commun, phallo, etc. Toutes ces pathologies que vous connaissez sûrement tous. Alors, embryologiquement, on partage du coup, si on réfléchit sur ces deux mécanismes, les ventricules droits à double issue en deux grands groupes. Ceux que je viens de vous décrire, qui sont considérés comme les ventricules droits à double issue précoces, où on a donc comme substrat anatomique ce cœur primitif
qui n'a pas évolué davantage, donc VDDI-CAV en fait. Et puis ceux qu'on voit le plus souvent, qui sont donc les ventricules droits double issus dites tardifs, parce que la formation cardiaque est allée plus loin avec la convergence qui a eu lieu, la séparation du chronotroncus qui a eu lieu correctement, avec après des défauts de connexion des ces vaisseaux avec souvent des conus de taille variable et souvent et toujours une communication qui se trouve sous les vaisseaux qu'on appelle donc la CV de la voie d'éjection ou outlet si on est bien l'anglais comme terminologie. Donc on pratique deux grands groupes, soit les VDDI avec CV de la voie d'éjection et donc différentes formes anatomiques, on va y revenir, soit les VDDI précoces qui vont habituellement comporter une localisation différente de la CIV, donc soit la CIV non committed, on en reparlera, ou les VDDI CAV qui s'intègrent dans les vitrotaxis. Alors, si on se penche un peu plus sur le groupe 1, et ça, c'est les images que vous connaissez sûrement si vous avez suivi des cours de Lucille, vous avez toujours la même localisation de cette fameuse communication interventriculaire qu'on appelle la CEV de la voie d'éjection. Pour toutes ces cardiopathies, c'est une caractéristique anatomique commune qu'on va retrouver. Et ce défaut se retrouve donc dans la fameuse bande septale, où il y a une zone où les anatomistes peuvent repérer une forme un peu en Y, je vous dessine ici, qui est formée par différentes structures anatomiques, qui correspond à la zone de fusion entre le septum conal et le septum interventriculaire primitif, qui est ici. Et puis, si vous avez un défaut de fusion à cet endroit ou une croissance anormale du septum, soit de façon à se prolaber vers l'antérieur du cœur ou vers postérieur du cœur, vous avez une CV de la voie d'éjection qui va être associée ou non à des obstacles de la voie droite ou de la voie gauche par protrusion du muscle en sous-musculaire, enfin en sous-valvulaire, pulmonaire ou aortique. Alors, sinon, dans le groupe 2, c'est-à-dire dans ces fameux VDD primitifs, vous allez avoir tout type de communication interventriculaire qui sont théoriquement possibles. Vous pouvez retrouver les CV périmembraneuses, qui sont donc des défauts dans cette zone assez limitée à la jonction entre le cusp non coronaire et le cusp non coronaire et le cusp coronaire droite, où vous pouvez avoir des communications dans le septum d'admission, c'est-à-dire qui correspondent finalement à un canal interventriculaire, comme sur cette image, ou différents défauts musculaires, plus ou moins larges, soit multiples, soit uniques, qui sont en l'occurrence toujours loin des vaisseaux, hein, par définition, parce qu'ils se situent à différents niveaux du septum interventriculaire. Alors, quelle est la présentation clinique? Vous avez compris que d'un point de vue anatomique, c'est très très hétérogène. Si on regarde tout d'abord les associations malformatives, bah, on voit tout de suite que les ventricules droits double issus sont comme les cardiopathies conotroncales et les CAV associés à pas mal d'anomalies génétiques. Dans cette série assez historique entre-temps, parce qu'elle a plus que 15 ans, on avait trouvé à peu près 20% d'anomalies génétiques dont plus que 500 cardiopathies qui avaient été investiguées au niveau d'une collection des cœurs avec cardiopathie fétale, et ce qui met les ventricules droits double issus en troisième position de cardiopathie associée à des anomalies génétiques. C'est-à-dire que dès qu'on évoque ce diagnostic, il faut se poser la question en pré ou en postnatal, a-t-il une lésion génétique associée? Est-ce qu'il y a des anomalies extracardiaques? Est-ce qu'il y a des stigmates cliniques chez le nouveau-né ou le patient que je suis en train de voir qui évoque une maladie générale particulière? Alors, quelles sont ces anomalies qu'on peut évoquer? Bah, les plus classiques, c'est bien sûr le syndrome de Digeorge que vous retrouvez dans toutes les cardiopathies chronotroncales, que je vous ai remis ici, mais que vous connaissez certainement tous, dont fait partie aussi dans le groupe les ventricules droits à double issue. Et puis après, vous avez d'autres pathologies génétiques qui sont plus rares, mais plus graves encore que le syndrome de Digeorge, notamment l'association de charge, où le ventricule droit à double issue est une des pathologies cardiaques typiquement retrouvées, parmi d'autres. Il y a plein d'autres possibilités d'anomalies cardiaques, comme dans beaucoup de syndromes, mais il y a notamment des anomalies assez significatives au niveau des oreilles, au niveau des yeux et habituellement un retard de développement assez important, ce qui rend cette maladie assez
préoccupant pour les parents si le diagnostic n'est pas fait en prénatal et donc mis à discussion avec les parents pendant la grossesse déjà. Alors, les trisomies classiques, qui sont très souvent aujourd'hui de toute façon diagnostiquées avant la naissance, sont également parmi d'autres pathologies, je dirais, simples que vous connaissez, associées aussi aux malpositions vasculaires, mais en pratique, la majeure partie de ces enfants vont pas naître, sauf décision particulière des parents d'accueillir l'enfant pour poursuivre des soins de confort en postnatal. Et donc, on est effectivement en pratique peu confronté à ce type de situation. Alors, comment ça se présente pour les patients qui n'ont pas d'anomalie génétique ou qui ont une pathologie génétique, je dirais, assez facile en postnatal? Bah là, on va retrouver ce vieux schéma qui date des années 70, mais qui, d'un point de vue, je dirais, pédagogique, quand même assez utile pour essayer de comprendre les différentes grandes catégories des ventricules droits des blessures. Parce qu'encore une fois, le problème principal de la pathologie, c'est que c'est une pathologie très hétérogène qui peut se comporter d'un point de vue clinique de manière très différente en fonction de l'anatomie sous-jacente. Vous avez donc plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, le cas le plus simple, c'est la situation où la communication interventriculaire, donc la fameuse CIV de la voie d'éjection, se trouve en position dite sous-aortique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flux du ventricule gauche va se diriger en raison de la position du septum conal qui sera inséré sur la branche antérieure de la fameuse bande septale que je vous ai montré en anatomie tout à l'heure, de façon privilégiée vers l'aorte, comme on voit avec cette petite flèche bleue ici. C'est-à-dire que finalement, d'un point de vue physiologique néonatal, ça va correspondre à une CIV, c'est-à-dire un nouveau-né rose qui ira bien, qui n'aura pas de problèmes d'adaptation, qui va développer progressivement des signes d'hyperdébit au bout de quelques semaines, comme toutes les CIV qui sont larges et qui nécessitera au bout de quelques mois une intervention chirurgicale de fermeture de CIV qui sera ici techniquement pour le chirurgien plus complexe parce que on ne mettra pas entre guillemets simplement un patch, mais il va falloir donc tunneliser le ventricule gauche vers l'aorte pour créer donc une voie de sortie du ventricule gauche vers l'aorte qui est donc le vaisseau où va le sang de façon privilégiée. Deuxième situation qu'on vient de décliner pendant 2h45, c'est un équivalent de transposition des gros vaisseaux. Quelle est la situation? Vous avez un nouveau-né qui a un ventricule à double issue, où la CIV de la voie d'éjection va être localisée d'une manière que le flux du ventricule gauche va être dirigé de façon privilégiée vers l'artère pulmonaire. Et ceci, d'un point de vue anatomique, expliqué par le fait que le fameux septum conal qui sépare les deux gros vaisseaux va être inséré sur la branche postérieure de la bande septale, encore une fois que vous venez de voir, ce qui fait qu'en fait le sang ne peut pas aller vers l'aorte parce que ce chemin-là est anatomiquement, hémodynamiquement plus ou moins barré, il va aller de façon privilégiée vers l'artère pulmonaire, ce qui va vous faire d'un point de vue clinique un nouveau-né avec une transposition des gros vaisseaux et CIV plus ou moins large. Donc, cyanose à la naissance, discussion de Rashkin, discussion de prostaglandine éventuellement. Si la CIV est large, souvent la cyanose ne sera pas très importante. Et on va retrouver toute la discussion de réanimation, de switch, etc., dont on a parlé tout à l'heure assez largement, avec les lésions associées qui sont là, bien sûr, également possibles, sténose voie pulmonaire, sténose aortique, enfin, je veux dire, coarctation, etc. Deux autres cas de figure qui sont possibles. La CIV qu'on va appeler en anglais doubly committed, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cette communication sous-vasculaire, donc qu'on va retrouver sous les deux gros vaisseaux, va diriger le flux vers les deux gros vaisseaux en parallèle, tout simplement parce qu'il y a une hypoplasie ou quasiment absence du septum conal. Hein, vous voyez là, il n'y a rien qui est dessiné. Et donc le flux ira dans les deux vaisseaux, finalement. Il n'y a pas vraiment de flux privilégié, ce qui correspond d'un point de vue clinique également à un équivalent de CIV. Après, il faudrait regarder d'un point de vue technique, chirurgical, comment on va réaliser idéalement la tunnelisation, donc bien sûr vers l'aorte, ce qui serait bien sûr l'approche le plus simple. Et puis, dernière situation, la CIV non committed, ça c'est la situation la plus rare,
à laquelle vous allez être en pratique courante la moins fréquemment fréquentée, parce que dans toutes les ventricules droits double issus, c'est statistiquement la situation la moins fréquente, mais en même temps, c'est aussi celle où on se casse le plus la tête. Elle est rare, on la voit pas très souvent et les options chirurgicales potentielles sont diverses et variées. Donc la discussion est souvent très animée à ce moment-là et on a souvent besoin des avis multiples, voire éventuellement de référer le malade à un centre de recours parce que c'est des situations qui sont complexes et pas forcément accessibles dans tout centre chirurgical. Donc, qu'est-ce que ça veut dire non-commit? Ça veut dire que la CV se localise dans un endroit où on est loin des gros vaisseaux. Vous voyez ici les vaisseaux, la bande septale, le septum conal entre les deux gros vaisseaux. Et vous avez donc soit une CV d'admission, donc un équivalent comme dans un CAV, une CV musculaire, plus ou moins distale, apicale, etc. Donc le flux du ventricule gauche pour aller vers les vaisseaux, bah, le trajet est assez long. Deux, ces CV peuvent avoir une tendance à être plus facilement restrictives. Et donc, tout ça, c'est pas facile à résoudre d'un point de vue technique chirurgical. Donc, on a en fait, on vient de décliner là, la physiologie néonatale. Je vous ai expliqué le VDD type CIV qui fonctionne comme une CIV à gros débit potentiellement. Il y a la possibilité qui s'associe à ce VDD type CIV un obstacle plus ou moins important de la voie droite qui va faire apparenter le ventricule droit double issu à un phallo en réalité, avec la possibilité de malaise, etc. Et la même, je dirais, cadence d'intervention comme on la connaît du phallo, etc. Enfin, les mêmes problématiques, les anomalies coronaires, potentiellement devant l'anneau, etc. Et puis, vous avez l'autre type de catégorie, les ventricules droits de type double issu type CIV, soit seulement, entre guillemets, avec CIV, soit avec des lésions associées, coarctation, sténose pulmonaire. Et c'est surtout là où on va avoir des problèmes de choix éventuellement chirurgical dont Bastien vous parlera tout de suite après. Quelques mots pour le diagnostic prénatal, parce que ça aussi c'est une question qui vient de temps en temps lors de ce cours. A-t-il des chiffres sur le taux de détection du VDDI en France? Et on n'a pas. On pourra faire probablement une estimation basée sur d'autres cardiopathies chronotroncales si on se passe sur les taux de détection de la tétralgie de Fallot, qui en Île-de-France autour de 80% et dans plein d'autres régions françaises à peu près pareil. Je pense qu'on peut à peu près, je dirais, extrapoler ces chiffres et s'imaginer qu'on est clairement au-dessus de 2 tiers de détection, voire 80-85%. On est clairement moins avancé, à mon avis, que pour la transposition des gros vaisseaux, mais néanmoins, la malposition vasculaire, vu les différentes configurations anatomiques, va être normalement détectable par des anomalies dans la coupe 3 vaisseaux ou par des différences de calibre sur les voies d'éjection, ce qui fait que normalement, ces malades, s'ils voient un échographiste qui a été bien formé, devraient être référés pour deuxième avis et donc identification du problème. Si on est confronté à ce diagnostic en prénatal, il faut avoir, je dirais, certains réflexes immédiats. Premièrement, contrairement à la transposition des gros vaisseaux, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il n'y a jamais d'anomalie extracardiaque systématiquement associée, il n'y a jamais d'anomalie génétique, vous le savez. Euh, la situation ici est toute différente. Je viens de vous dire qu'il y a quasiment 20% d'anomalies génétiques. Il peut y avoir des anomalies extracardiaques, comme dans toutes les cardiopathies qu'on entend cas. Donc, il va falloir chercher, ce qui veut dire proposition d'une amniosynthèse, éventuellement aujourd'hui discussion de réalisation d'un exome, discussion de réaliser une IRM fétale qui permet de visualiser mieux que l'échographie les canaux sémi-circulaires pour essayer d'exclure une association charge. Bien sûr, l'échographie obstétricale référent pour rechercher ou identifier et décrire les anomalies extracardiaques associées. Et puis, il faut qu'il y ait une discussion avec les gens. Est-ce qu'ils souhaitent accueillir l'enfant? Est-ce qu'il y a éventuellement, en raison d'anomalies associées ou non, une discussion de ne pas poursuivre la grossesse, qui peut tout à fait être un choix parental dans cette situation-là. Et une fois que tout ça a été, je dirais, mis au point, établi, il faut organiser la naissance habituellement dans un centre qui peut prendre en charge de façon chirurgicale ces enfants pour, permettre une évaluation néonatale de la physiologie et deux,
après établir un programme chirurgical bien précis pour que les gens soient, je dirais, pas dans la nature sans savoir qu'est-ce qui va se passer avec leur bébé qui a une pathologie, en l'occurrence, encore une fois, pas si fréquente. Alors, je vous donne ici un exemple de la pertinence du diagnostic prénatal d'outre-Rhin. C'est un des seuls papiers qui existent hein, sur le diagnostic prénatal VDD. Tous les papiers qui existent sont malheureusement des papiers de petits effectifs, à peu près une trentaine de patients à chaque fois. Donc, il n'y a pas beaucoup de données, hein, comme souvent dans les papiers prénataux. Et dans cette série qui a été publiée dans un grand centre allemand sur la précision du diagnostic prénatal, vous voyez qu'il y avait quasiment 100% de précision pour le diagnostic et 92% de précision pour bien décrire l'anatomie, c'est-à-dire décrire la position de la CIV, la position des gros vaisseaux et éventuellement des anomalies associées qui, bien sûr, déterminant pour pouvoir après choisir le bon schéma postnatal, c'est-à-dire prédire la réparation possible potentiellement pour que les parents soient informés de l'avenir de leur enfant au moment du conseil prénatal. Alors les chiffres en France, il n'y en a pas. Il y a des données, je ne vous ai pas mis là, qu'on peut extrapoler de l'étude neckerienne sur les discordances anatomiques qui a été publié en 2013. Il y avait plus que 1000 enfants avec toute cardiopathie confondue sur 10 ans qui étaient nés à Necker avec cardiopathie congénitale de diagnostic prénatal. Et dans la partie VDDI, il y avait à peu près une trentaine de pourcents, 27% exactement, d'erreurs déjà sur la position de la CIV, c'est-à-dire si on ne sait pas bien dire que la CIV est sous-aortique ou sous-pulmonaire, pour parler des deux cas les plus fréquents, en l'occurrence, on va avoir du mal à dire aux gens si on va faire un switch à la naissance, possiblement, ou si on va opérer au bout de 3 mois. Donc, vous voyez une marge d'horaire qui est quand même assez importante. Donc, la fiabilité du diagnostic prénatal a sûrement, au moins en France, encore un peu de chemin à faire. Alors, si on revient au postnatal, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Au moment où on examine le patient après la naissance, diagnostic prénatal ou pas, de toute façon, on va remettre les choses à plat et on va dire, bon, quel type d'anatomie on est en train de voir? Est-ce qu'on a un VDD simple de type CV sous-aortique? À ce moment-là, il va être fléché vers une intervention quelques mois après. Est-ce qu'on confirme un diagnostic anténatal de VDD de type TGV avec la nécessité d'une chirurgie néonatale? Est-ce qu'on est dans un équivalent de phallo qu'il va falloir réparer comme dans un phallo? Ou faut-il discuter de façon, je dirais, approfondie en cas de CIV localisé loin des vaisseaux où les interventions chirurgicales sont, je dirais, plus difficiles à anticiper en prénatal et parfois même en période néonatale parce qu'il peut y avoir l'intérêt d'attendre un petit peu pour voir l'évolution de la croissance des ventricules, les lésions associées, éventuellement les valves atrioventriculaires ou les CIV multiples pour prendre une décision au bout de quelques mois de vie. Ces lésions associées sont finalement les mêmes qu'on a vues pour la transpo. Il va falloir décrire s'il existe ou non une sténose sous-pulmonaire ou sous-aortique. Il va falloir analyser les valves atrioventriculaires. On retourne sur la fonte mitrale qu'on a déjà vue dans la transpo. On peut la trouver bien sûr également dans le VDDI. Et puis, il peut y avoir des straddling dans les larges CV. Et on l'a déjà dit, bien sûr, il y a des formes associées au canal atrioventriculaire qui s'intègrent habituellement dans une hétérotaxie, donc des lésions souvent assez complexes à des lésions associées multiples, notamment des anomalies, des retours veinés pulmonaires qui peuvent considérablement gréver le pronostic néonatal. Si on regarde le diagnostic préopératoire, c'est-à-dire ce qu'on demande au cardiologue avant de passer sur la table opératoire, qu'est-ce qu'il faut essayer de décrire ou comment on va imaginer la réparation qui est possible. Premièrement, c'est de comprendre tout simplement l'anatomie et les différentes options anatomiques que je viens de vous décrire, c'est-à-dire savoir dans quelle des catégories vous allez mettre votre patient. Puis après, vous allez décrire toutes les lésions associées qui sont présentes ou pas. Et en fonction de tout ça, vous allez décider ce que vous allez faire. La première décision qui est assez banale, entre guillemets, sur le papier, mais qui n'est pas du tout banale pour le patient, c'est est-ce qu'on peut réparer en biventriculaire? C'est-à-dire, a-t-il un équilibre ventriculaire? Est-ce qu'il y a une seule CIV ou éventuellement des CIV multiples ou un Swiss cheese à la pointe du ventricule?
Est-ce qu'il y a des anomalies complexes ventriculaires qui sont éventuellement tellement compliquées à adresser chirurgicalement qu'on doit exclure une réparabilité à ventricule. Donc ça, c'est la première question à laquelle il faut répondre. Et une fois qu'on a dit oui ou non, il va falloir réfléchir davantage, dire bon, la CIV qu'on est en train de voir, si on a une seule CIV, donc on exclut les situations des CIV multiples, où est-elle localisée? Est-ce qu'elle est donc, est-ce qu'elle envoie le sang vers l'aorte, vers l'artère pulmonaire? Est-ce qu'il n'y a pas de sconus? Ou est-ce qu'elle est loin des vaisseaux et donc non committed? Parce que la question pratique qui se pose pour nous et pour le chirurgien, bien sûr, surtout, c'est comment il va réussir à créer la connexion entre le ventricule gauche et, à travers la CIV, vers la valve sigmoïde, c'était la plus proche, sans qu'il y ait d'obstacle. Hein. Donc ça c'est la question pratique. Après, la valve la plus proche, ça peut être la pulmonaire si elle est normale ou la aorte, mais habituellement, on va choisir le chemin le plus court à travers d'une CIV qui est assez large pour laisser passer le débit aortique. Quels sont les éléments qui vont être déterminants pour ce tunnel? C'est d'un côté la distance entre la valve triguspide et la valve pulmonaire, parce que cette distance va en fait déterminer si on peut passer le tunnel vers l'artère sans obstacle, c'est-à-dire si cette distance elle est plus petite que le diamètre aortique, ça ne marchera pas. Et deuxième question, c'est bien sûr, est-ce que la CIV en soi, elle est de bon calibre ou pas? Parfois, on a des CIV restrictives, je l'ai déjà mentionné. Donc, le diamètre de la CIV, elle est plus petite que l'aorte. Et à ce moment-là, il va falloir réfléchir au moment de l'opération. Peut-on agrandir la CIV? Et à ce moment-là, vers quel champ opératoire on l'agrandit en prenant en considération les voies de conduction et donc le risque du bloc. Deuxième question primordiale, c'est la voie pulmonaire. Est-ce que c'est une artère pulmonaire qui est tout à fait normale, avec une valve normale, sans anomalie sous- et supravalvulaire? A-t-il une sténose valvulaire ou une sténose complexe avec une composante musculaire en dessous, et éventuellement un rétrécissement supravalvulaire au-dessus? Ou a-t-il véritablement une atrésie? Parce qu'en fonction de ces constats, on va pouvoir dire, alors on peut l'utiliser si elle est normale en position pulmonaire, par exemple, faisons un patch infundibulaire si c'est un équivalent de Fallot et en désépaississant la valve, ou en position aortique si on parle d'une réalisation de switch, ou faut-il faire d'autres choses, c'est-à-dire est-ce qu'il faut envisager un rêve, un Bexney Kaido, une rotation troncale éventuellement, une Rastelli si on est aux États-Unis, etc. Bastien nous détaillera tout ça tout à l'heure. Habituellement, l'échographie va être l'examen de base pour tous ces patients. Il peut y avoir un intérêt de réaliser de l'imagerie de coupe, notamment s'il y a une discussion des interventions plus rarement réalisées comme le Bexney-Kaido, la rotation troncale, où la position couronnée va être important à connaître. Et puis après, il y a certains centres en France, mais aussi au niveau international, qui utilisent depuis plusieurs années maintenant l'impression 3D pour ces cardiopathies complexes, notamment dans les cas où les stratégies sont, je dirais, discutables. C'est pas une pratique qui est très répandue à Necker spécifiquement, mais dans beaucoup d'autres centres internationaux, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Certains centres anglais le font par exemple systématiquement pour tout patient avec un ventricule droit double issue. Ça dépend un tout petit peu, je dirais, des habitudes des équipes. Quels sont les intérêts de l'imagerie de coupe? J'ai déjà mentionné les coronaires, bien sûr. On peut aussi avoir des informations supplémentaires sur la voie droite, plus en distalité. Et bien sûr, sur les retours veineux systémiques et pulmonaires, l'IRM peut, chez un enfant plus grand, avoir éventuellement un intérêt pour l'évaluation fonctionnelle ou pour une meilleure appréciation de la taille fonctionnelle, notamment s'il y a une malposition ventriculaire, c'est-à-dire des ventricules supra-inférieurs ou dans des positions inhabituelles qui sont parfois difficiles en échographie à évoluer parce qu'on n'a pas notre plan de coupe habituel. Alors, je vais vous montrer là, comme pour la transpo, quelques images pour qu'on puisse s'imaginer les prises en charge de façon assez basique. Et puis, je vais assez rapidement terminer pour que Bastien puisse vous expliquer les différentes opérations. Bon, on va commencer avec la situation la plus facile, le VDD type CIV, qui pose habituellement peu de problèmes.
À ce moment-là, vous avez donc encore une fois la CV, la voie d'éjection, qui est localisée d'une manière à envoyer le sang de façon préférentielle vers l'aorte. Et puis, le chirurgien va donc devoir créer un tunnel UVG vers la valve aortique qui pose certains enjeux chirurgicaux que Bastien va vous expliquer, mais qui, en l'occurrence, encore l'approche chirurgicale la plus simple par rapport aux autres cardiopathies, aux autres types de VTT. Voici donc des images. Ici, vous voyez des images sous-costales, un ventricule droit double issue avec une CV sous-aortique. Vous voyez ici le ventricule droit, le ventricule gauche, et puis la CV de la voie d'éjection avec un flux du ventricule gauche qui va directement dans l'aorte. Et donc, on peut, dans notre tête, s'imaginer donc effectivement cette tunnelisation potentielle pour créer cette nouvelle voie de sortie du ventricule gauche, avec en l'occurrence pas d'insertion, moins visible ici, de la valve tricuspide à des endroits qui pourraient gêner au moment de cette intervention. Avançons vers le type transpo. Alors là, on a encore une fois la situation où la CIV va se localiser donc d'une manière que le son ira vers l'artère pulmonaire, il ne pourra pas aller vers l'aorte facilement parce qu'il y a le septum conal entre la CIV et l'aorte, comme on le voit sur ce schéma. Donc le chirurgien va donc tunneliser le ventricule gauche vers l'artère pulmonaire et bien sûr réaliser un switch s'il n'y a pas d'anomalie, encore une fois, dès l'artère pulmonaire pour remettre les vaisseaux à la place, comme on vient de le décliner pendant un certain temps cet après-midi. Voici donc des images, un ventricule droit à double issue, en sous-costal à nouveau, le ventricule droit, l'aorte, l'artère pulmonaire, la communication interventriculaire dès la voie d'éjection. Vous voyez le flux, il n'y a pas d'obstacle sur les deux, il y a le même calibre au niveau des valves artérielles et au niveau des vaisseaux, donc a priori pas d'obstacle proximal ni distal visible. Le flux de la CV en l'occurrence va directement dans la l'AP. Ici, il y a le fameux septum conal qui va faire l'obstacle que le flux aille pas de façon préférentielle vers l'aorte. Et donc, ici, on va donc envisager un switch fermeture de CIV. Et puis, dernier cas, un exemple d'une communication non committed qui se trouve pour ce patient dont au niveau de l'admission. Vous voyez ici donc une large CV de la voie au niveau de l'admission, comme dans un CAV, sauf qu'en l'occurrence, il n'y a pas de CAV, il y a deux valves atrioventriculaires et un septum primum bien présent. Et puis, en sous-costal, voici les images. Vous voyez l'aorte ainsi que l'artère pulmonaire. Et vous voyez surtout que le flux qui traverse donc cette CIV, qui n'est pas forcément complètement visible au moment où on voit les deux vaisseaux au niveau de l'échographie, va avoir un flux perpendiculaire au niveau du septum interventriculaire, qui est un des signes échographiques pour nous, pour dire, bon, cette CIV, elle n'a pas de flux préférentiel direct. Alors le sang arrive du ventricule gauche à l'aorte, effectivement, en faisant un angle à 90 degrés, ici, comme ça, voilà. Mais c'est pas une CV qui est localisée de façon, je dirais, facile, avec un tunnel court sous l'aorte, mais on va être dans le cas de la remote CV qui, effectivement, nécessite de réfléchir, faut-il ici tunneliser vers l'aorte ou faut-il réfléchir sur d'autres choses? Alors, pour ce patient, Emery a pris la décision de tunneliser vers l'aorte et vous voyez donc le résultat post-opératoire où on voit exactement un tunnel qui crée dès la manière comme on vient de l'imaginer en écho, hein, c'est-à-dire avec une très très contournée, avec des angles à 90 degrés à deux fois, sans obstacle. Là, c'est des images post-opératoires dans les premières semaines post-opératoires, donc un résultat primaire qui était excellent, mais qui sera bien sûr à suivre à moyen et long terme pour exclure qu'il n'y ait pas une obstruction sous-aortique ultérieure. Qu'est-ce que ça devient après réparation? Les complications à long terme, ils sont assez logiques si on a compris les opérations. Premièrement, il peut y avoir des sténoses au niveau du tunnel VG-aorte, c'est-à-dire un équivalent de sténose sous-aortique, soit par excroissance musculaire, soit par patch. Après, il y a la voie droite qui peut reposer problème, notamment si elle a été déplacée comme dans un rêve, si elle a été remplacée par un tube, ou si on a fait d'autres types d'interventions sur la voie droite qui nécessitent à moyen et long terme des réinterventions sur la voie droite.
Dès qu'on va avoir le switch artériel, on va retrouver les mêmes complications coronaires qu'on a déclinées tout à l'heure. Et puis, bien sûr, vous pouvez avoir des dysfonctionnements aussi des valves atrioventriculaires qui s'ajoutent en plus là-dessus. Je vous montre ici une étude qui est maintenant un tout petit peu ancienne, elle a maintenant 10 ans, mais qui reste toujours dans les études, je dirais, les plus grandes en termes de cohorte pour le devenir chirurgical, en termes pour les ventricules droits double issus, qui avait été faite à l'époque entre Marina Long et Necker, et qui décrit la mortalité et les réopérations en fonction des différentes formes du ventricule droit double issu. Et ce que vous voyez ici, tout d'abord, c'est qu'effectivement, le taux de réintervention n'est pas du tout négligeable. Hein. Au bout de 10 ans, on a quand même quasiment 40% où on doit tout type confondu réintervenir. La mortalité globale reste tout à fait acceptable, avec surtout une mortalité initiale et après, comme dans le switch, une stabilité de la courbe de mortalité. Et puis, si vous regardez en fonction des différents types, hein, type CIV, type phallo, type transpo, qu'on appelle aussi toxic being, hein, je n'ai pas mentionné tout à l'heure cette terminologie un peu historique. Vous voyez que finalement, il n'y a pas de différence entre ces trois courbes finalement de survie. Le seul qui sort des courbes, c'est le ventricule droit double issu avec VDD non committed. C'est le seul où effectivement la mortalité est significativement accrue par rapport aux autres types anatomiques. Et si vous regardez les réopérations, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence en termes de nombre de réinterventions dans les trois premiers groupes. Par contre, dès qu'on est dans les formes très complexes, dans le VDD avec la CIV remote, non committed, alors effectivement, malheureusement, on va être confronté à plus de réinterventions que dans les autres cas de figure. Et si on regarde maintenant quel est l'impact du choix initial de l'opération sur la mortalité, vous voyez ici qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire si la décision initiale est bien faite, c'est-à-dire si on a bien analysé l'anatomie, on a pris la bonne décision initiale de faire soit un switch, soit une fermeture de CIV, enfin un équivalent, soit une utilisation avec résection de l'obstacle comme dans un phallo, on va avoir pas de différence significative concernant la mortalité, ni pour les réinterventions. Par contre, c'est pas du tout la même histoire, bien sûr, si on regarde le ventricule droit double issu, qui effectivement, on peut se poser la question dans ces situations de ne pas envisager une réparation biventriculaire, qui est habituellement le Graal de la chirurgie, de repérer à deux ventricules, mais au prix souvent des réinterventions multiples, comme on le voit ici, hein, dans ce schéma qui compare le choix initial de stratégie pour les ventricules droits double issus avec ces non comités versus ceux où on a dit bon, on abandonne le projet biventriculaire, on va faire univentriculaire, en l'occurrence univentriculaire, c'est 3 interventions. Donc, il y a des réinterventions qui sont programmées, mais après, ça s'arrête. Pendant que là, effectivement, c'est des réparations compliquées où il y a souvent des resténoses qui nécessitent une reprise pour lever des obstacles, etc., ou refaire la voie droite ou la voie gauche, ce qui fait que c'est des interventions finalement multiples qui en découlent. Donc, il va falloir bien peser ce qu'on choisit pour son patient. Est-ce qu'il est toujours préférable, entre guillemets, de réparer à deux ventricules ou faut-il peut-être abandonner parfois ce type de projet? Donc, en conclusion, d'un point de vue cardiologique, il faut bien comprendre l'anatomie de ces cardiopathies complexes et bien comprendre comment on analyse des échographies pour pouvoir discuter utilement avec le chirurgien. En prénatal et à la naissance, il ne faut pas oublier les anomalies génétiques associées pour avoir des éléments qui peuvent éventuellement en plus gréver le pronostic postnatal de ces enfants. Et puis après, comme vous avez compris, c'est souvent des discussions en staff pluridisciplinaire qui sont assez complexes, surtout pour les VDDI où il y a des lésions multiples associées, où il y a plusieurs choix chirurgicaux qui sont possibles, qui vont après dépendre de
vos habitudes chirurgicales, de votre chirurgien, du pays où vous exercez. Le rêve, il est très répandu en France et dans les pays francophones, il est quasiment pas fait aux États-Unis. On va plutôt privilégier le Bexnikaido ou le Rastelli. Donc, vous avez des préférences chirurgicales, des expériences aussi pour certaines interventions qui vont faire qu'il y aura certains choix qui se discuteront, je dirais, en théorie, mais qui seront en réalité quasiment jamais mis en œuvre dans votre centre en fonction de, je dirais, votre situation locale qu'il faudrait donc bien connaître pour pouvoir participer à ces discussions. Je vous remercie et on va